Nous en arrivons à notre troisième chapitre, et non le moindre, l'économie. Plus précisément, l'homme au cœur de l'économie. Professeur Dębiński, si votre nom révèle vos origines polonaises, c'est depuis la Suisse que vous œuvrez pour, excusez-moi si je grossis le trait, la prise en compte du bien commun dans les affaires financières. Vous enseignez les sciences économiques et sociales à l'Université de Fribourg et occupez la chaire de stratégie et de concurrence internationale. À ce titre, vous poussez régulièrement les portes d'universités et hautes écoles étrangères en France, Italie, Espagne et Pologne notamment, pour distiller vos enseignements. Vous avez sans doute considéré la Suisse comme une destination ad hoc pour installer un observatoire des comportements financiers et un laboratoire au service du bien commun dans les affaires financières. Vous créez dans cette perspective la fondation de l'Observatoire de la finance à Genève, que vous dirigez encore à ce jour. En 2005, vous avez suscité la création du prix éthique en finance, le prix Robin Cosgrove, dont vous co-présidez actuellement les jurys. Professeur, nous voilà avec vous face à un paradoxe de plus, largement décrit dans la Constitution Gaudium et Spes. Le progrès dans les modes de production et dans l'organisation des échanges de biens et de services a fait de l'économie un instrument apte à mieux satisfaire les besoins accrus de l'homme. Et pourtant, là où l'économie est développée, l'homme apparaît comme dominé par un économisme insatiable. Là où le développement de l'économie permettrait d'atténuer les inégalités sociales, il conduit trop souvent à leur aggravation, et même ici ou là, à une régression de la condition sociale et au mépris de la pauvreté. Alors comment, dans ce contexte, parvenir à honorer et promouvoir la dignité de la personne humaine et le bien de toute la société? Comment rester auteur de la vie économique sans en devenir l'esclave? Comment laisser l'homme être le but de l'activité économique et non le moyen instrumentalisé? Comment placer l'homme au cœur de l'économie et non en marge de celle-ci? Ces questions-là, vous vous en préoccupez depuis de nombreuses années. Les interactions de l'entreprise avec son environnement font l'objet de vos activités académiques. C'est avec un grand intérêt que nous vous écoutons. Merci beaucoup pour ces paroles fort aimables, en partie vraies, surdimensionnées. Un grand merci en tout cas de m'avoir invité ici à partager avec vous un certain nombre de réflexions, effectivement, sur les thèmes que vous évoquez, le rapport entre l'homme et l'économie, entre l'homme et l'entreprise, entre l'homme et la finance. J'ajouterai peut-être un petit footnote à ce que vous venez de dire. J'ai l'honneur de présider, et ça explique peut-être ma présence ici, j'ai l'honneur de présider une petite association que nous avons fondée il y a 25 ans ou 28 ans, qui s'appelle l'Association internationale pour l'enseignement social chrétien. Je crois que c'est là en quelque part le lieu de convergence entre les intérêts qu'on peut appeler scientifiques et les questions de foi, des questions de principe et des questions de source de l'enseignement social chrétien. Donc après ces deux si belles conférences, il est temps de descendre dans la salle des machines. Il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Et il est temps de nous poser la question, est-ce que l'homme est vraiment au cœur de l'économie? Le titre de ma conférence, présentation, présence ici, a évolué au fil des programmes. Dans une première mouture, on m'avait demandé de parler Economy and Christian Life. Ensuite, c'est devenu la doctrine sociale de l'Église et la contribution au débat économique. Et finalement, on s'est posé au milieu, là où vraiment les choses sont importantes, l'homme au cœur de l'économie, vraiment. Alors, comme le meilleur travail est toujours celui qui est fait à plusieurs, je vous demanderai de travailler un petit peu avec moi en prenant cette question, plutôt cette question, l'homme est-il vraiment au cœur de l'économie? Levez la main ceux qui pensent oui. Vous n'êtes pas majoritaire, messieurs, dames.
Deuxième question. Est-ce que cette situation pose problème? C'est-à-dire le fait que l'homme ne soit pas vraiment, visiblement, au cœur de l'économie. Ouf! Là, c'est quasiment le Landsgemeinde, c'est-à-dire la démocratie directe. Est-ce que ça vous pose un problème personnellement? C'est moins clair. Hein? Le problème est général, problème personnel. Est-ce que nous agissons en conséquence de ce diagnostic? Dur, hein? Dur. Donc la question, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce que c'est difficile à tout point de vue. C'est difficile, et c'est pour ça que j'aimerais passer avec vous en... Combien est-ce que j'ai de temps? Oh ben vous êtes le trésorier. 20 vous suffirait? J'arriverai, je pense. J'aimerais passer en revue ces quelques points. Le premier, on l'a déjà fait. Nous avons vu que l'homme n'est pas vraiment au cœur de l'économie, que ça pose problème, ça nous pose problème, et que c'est difficile d'agir en conséquence. Pourquoi en est-il ainsi? Je crois qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Mais le premier élément de réponse, c'est de dire que l'économie, elle s'est glissée progressivement au cœur de notre vie sociale, et qu'au cœur de l'économie s'est glissée l'activité financière. Je ne vais pas m'appesantir, on aura l'occasion d'en discuter l'après-midi. Je ne vais pas m'appesantir sur l'activité financière. Elle est devenue, on dirait, le centre névralgique de nos sociétés, de nos économies, et puis peut-être le centre de nos préoccupations. Mais on oublie aussi que cette sphère économique n'est pas la seule, et qu'elle ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas deux autres sphères qui ne sont pas répertoriées par nos comptabilités nationales, qu'on considère comme invisibles, donc absentes. D'un côté, il y a la sphère des relations non marchandes. Là-dedans, il y a la famille, mais il n'y a pas seulement la famille. Il y a tous les mouvements de voisinage, tous les mouvements des organisations non gouvernementales, tout le bénévolat, etc., etc., etc. Et c'est un trésor sans fond, c'est un trésor mal connu et considéré, au vu de la comptabilité nationale, comme étant absent. La deuxième sphère terriblement importante, dont on parle un peu plus, parce que de celle-ci on parle très peu dans le débat économique. La deuxième sphère parallèle qui flanque en quelque sorte l'économie, c'est la dimension écologique, les ressources, la planète. Tout ça, ce qui nous a été donné par surcroît, sur lequel on tire à profusion, mais qu'on oublie en quelque sorte, maintenant on oublie un peu moins, que c'est une ressource, c'est un don, c'est un cadeau qu'il faut respecter. Alors si vous prenez ces deux... En fait, l'économie, elle a trois poumons. Elle a le poumon central, l'économie-finance, que l'on observe et au rythme duquel on vibre tous les jours. Et puis, il y a ces deux autres poumons silencieux, sur lesquels des prélèvements s'opèrent qui alimentent l'activité économique. Et souvent, la sphère économique recrache, entre guillemets ou sans guillemets, du poison au retour. Du poison du côté de l'environnement, on le connaît bien, du poison du côté de l'activité relationnelle, parce que l'activité économique a tendance à isoler l'individu, alors que l'activité sociale, l'activité familiale, l'activité de voisinage, elle est basée sur la dimension relationnelle. Et je crois qu'il faut comprendre qu'il y a une antinomie, une tension, je laisse de côté l'environnement, il y a une tension et une antinomie assez profonde entre le mode de fonctionnement de l'économie et de la finance qui est basé sur la transaction et le mode de fonctionnement de la sphère familiale, de la sphère de voisinage, de la sphère du volontariat qui, elle, est basée sur la relation. C'est un thème extrêmement important. Et alors, ce qui nous voile, le double voile, le deuxième point, le double voile qui nous empêche, qui nous enferme dans la sphère économique et qui nous empêche de voir l'homme au cœur de l'économie, c'est d'un côté la personne morale. La sphère économique est peuplée d'entreprises. Ces entreprises sont des constructions juridico-comptables qui n'ont pas d'âme, par définition, en quelque sorte, mais qui ont une logique d'action. Et cette logique d'action, c'est une logique d'action, comme je l'ai dit, juridique et comptable. Nous agissons tous d'une manière ou d'une autre à l'intérieur
de ces personnes morales qui voilent, qui cachent l'humanité parce qu'elles n'en sont pas dotées. Le deuxième élément très très important, le deuxième voile, c'est celui de l'argent. Et l'argent, ce n'est pas une mince affaire, ni dans la perspective humaine de la vie quotidienne, ni dans la perspective chrétienne de notre foi. Alors j'ai cette citation ici qui m'a bouleversé quand je l'ai lue. Je ne l'ai pas lue en 1955, c'est l'année où je suis né. Je l'ai découvert il y a quelques années. C'est un penseur protestant que vous connaissez sans aucun doute, Jacques Ellul, qui écrivait en 1955 déjà cette phrase d'une force incroyable. Il ne faut absolument pas minimiser le parallèle que Jésus établit entre Dieu et Mammon. Ce n'est pas une figure de rhétorique, c'est une réalité qu'il désigne ici. Dieu comme personne et Mammon comme personne se trouvent opposés. Jésus qualifie le rapport entre l'homme et l'un ou l'autre de la même façon. C'est un rapport de maître à serviteur. Mammon peut être maître de la même façon que Dieu en est un. C'est justement un maître personnel. Et je crois que c'est pas une chose, c'est pas une création, c'est pas une comptabilité, c'est une puissance beaucoup plus forte que ça. Et c'est pas pour rien, je reviens à l'opposition ou la comparaison entre transaction et relation. La monnaie divise, Dieu unit. La monnaie découpe, Dieu unit. Et cette tension, nous sommes en plein dans cette tension quand nous sommes dans l'activité économique. Vous voyez cette photo. Sur cette photo, vous voyez une forme, un trou. Je ne sais pas si vous êtes très nombreux à savoir ce qu'elle représente. Elle représente le trou du chat de l'aiguille dans une des portes de Jérusalem. Et vous pensez tout de suite à la parabole de l'homme riche et du chameau et le chat de l'aiguille par lequel le riche aura de la peine à passer. Cet orifice qui existait dans les portes des fermes de l'époque du Christ servait à compter le cheptel. Donc une chèvre passe à travers une porte comme ça et ça permet de les compter. Et vous voyez que l'on peut, c'est du coup un peu moins impossible pour un riche qu'un chameau pour qu'il passe à travers ce trou de l'aiguille, s'il est tout petit, s'il est maigre, s'il s'est rampé, s'il se fait petit, etc., etc. C'est moins impossible. Donc cette tension entre Dieu et Mammon, elle est aussi dans la parabole biblique et elle est même dans les éléments architecturaux qui méritent peut-être d'être rappelés. Alors bien sûr, pourquoi est-ce que nous n'agissons pas? Il y a ce double voile, le voile de l'argent et le voile de la personne morale qui nous empêche de voir l'homme au cœur de l'activité économique et qui nous empêche de mettre l'homme au cœur de l'activité économique. Parce que nous nous disons, nous sommes tout seuls, nous sommes tout petits, nous n'avons que nos comportements à nous, nous avons uniquement une marge de manœuvre qui est limitée parce qu'au-dessus, il y a des structures, il y a des mécanismes, il y a une pression, il y a des impossibilités. Qu'est-ce que je peux? Je ne peux rien. Je crois que c'est ça, là, le début de la défaite, il est là. C'est que bien sûr, nous n'avons que des comportements, nous n'avons que des micro-décisions. Mais ces micro-décisions s'additionnent les unes aux autres. Ces micro-décisions finissent par faire du sens. Elles peuvent finir, ce n'est pas gagné à tous les coups, de modifier les mécanismes, c'est-à-dire des routines de comportement dans l'économie. On le voit émerger dans certains bouts de l'économie sociale et solidaire. On le voit émerger au sein des entreprises. On le voit, bien sûr, pas toutes, et de loin pas toutes. On le voit émerger au sein même des institutions financières. Et c'est ainsi que ces mécanismes peuvent donner naissance à ce que Jean-Paul II appelait du mauvais côté les structures de péché, mais du bon côté des structures de bien commun, c'est-à-dire des structures qui facilitent à l'autre d'agir dans le sens du bien commun. Mais ces structures ne tombent pas du ciel. Il faut qu'il y ait des comportements qui les aient suscités. Et ces mécanismes, ces microstructures peuvent, à l'échelle d'en dessus, dont a parlé l'archiduc tout à l'heure, aboutir à la dimension du politique et modifier effectivement les structures. Là où on voit la durée, là où on instaure effectivement des lignes de démarcation et des lignes de construction qui vont guider l'action humaine sur la durée. Donc nous ne sommes pas que spectateurs. Et combien de fois on entend
de la part des jeunes et des moins jeunes, je n'y peux rien, c'est le système, je suis impuissant, je suis tout seul. Certes, à court terme, personne ne peut faire changer le monde. Et appeler le démiurge qu'il vienne de l'extérieur pour le changer, on a vu ce que ça donne dans d'autres parties de l'Europe et dans d'autres parties du monde. Ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est celle des comportements et des décisions ponctuelles. Alors j'aimerais revenir sur un des titres qui m'avait été proposé, c'est-à-dire l'enseignement social chrétien. Parce que là, on a un référentiel. Ce référentiel, il nous permet d'agir, il nous donne des points de repère et il nous met aussi dans cette salle de machine, il nous met terriblement en tension parce que rien n'est simple. Cet enseignement social chrétien, c'est un référentiel que vous connaissez sans aucun doute, mais c'est un référentiel en général très peu connu. C'est un référentiel qui est de plus en plus souvent découvert par d'autres confessions chrétiennes, mais pas seulement chrétiennes. Combien de fois il m'arrive de parler des principes sans les nommer, et tout à coup, des travaux de séminaire, des travaux de groupe, des travaux de mémoire commencent à influer sur des éléments de cet enseignement sans même le nommer, sans savoir d'où ça vient, parce que ça répond quelque part à une nature fondamentale de la personne humaine. Alors cet enseignement social chrétien, je crois que c'est important de ne pas lui demander trop d'un côté, et d'autre côté de savoir de le localiser du point de vue épistémologique. Et je me base sur un petit livre, un des rares petits livres qui pose cette question de Monseigneur Crepaldi sur la dimensione interdisciplinaria della dottrina sociale della Chiesa. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'enseignement social chrétien peut nous apporter des principes de réflexion. Ce n'est pas des recettes, c'est des principes de réflexion, des critères de jugement. C'est à nous d'agir. Ce n'est pas des recettes, encore une fois. Des directions d'action. Donc tout ce que nous n'avions pas, parce que nous, dans les réponses que nous avons faites, nous n'arrivons pas à agir, mais là, il y a au moins quelque chose qui nous permet de discerner la bonne direction. Ce statut, son statut épistémologique, il est fondé dans la foi, certes. Son contenu se rapproche de la théologie morale, même si on n'a pas besoin d'être théologien ni moraliste pour le comprendre, mais il s'appuie et il utilise les sciences sociales comme ressources, comme aiguillon, comme interpellation. Et je crois que c'est ça qui est fondamental, c'est un lieu de dialogue entre la foi et les réalités de ce monde. Ce n'est pas pour rien que la première encyclique de sociale, Rerum Novarum, elle partait de cette affirmation, il y a des choses nouvelles à l'horizon et il faut que nous prenions position, il faut que nous les comprenions. Et c'est la question et c'est le défi que nous avons tous les jours. Au cœur de l'enseignement social chrétien, il y a la dimension du bien commun. Le bien commun, c'est quelque chose de très difficile à dessiner, ça ne se construit pas, il n'y a pas d'architecture terminée, finalisée du bien commun, parce qu'il y a une tension. Il y a une tension, comme le dit Étienne Perrault, que vous connaissez peut-être, le bien commun est le bien de la communauté. Communauté dit davantage que collectivité. La communauté est l'union dans un même corps d'individus libres. Le bien commun implique donc non seulement le respect du corps social, ce qui vise déjà l'intérêt général dont on parle tant dans les républiques, au niveau de l'Union européenne, etc., mais encore le respect de chacun et la dignité de tous. C'est absolument fondamental, c'est la tension entre la communauté en tant qu'existant, en tant que telle, et les personnes qui la composent. Et le bien commun, c'est le développement, la vocation de chacun. Donc c'est une tension permanente. Vous trouvez un certain nombre de définitions dans le compendium que je laisse de côté pour le moment. Donc au cœur du bien commun, au cœur de l'enseignement social chrétien, il y a à la fois une vision de l'homme. L'homme n'est pas n'importe quoi, il est au milieu de l'économie, il devrait être au milieu de l'économie, de la vie sociale en général, mais ce n'est pas un homme bricolé n'importe comment. C'est un homme, l'anthropologie chrétienne sur laquelle je ne vais pas revenir, vous la connaissez tous. Le point central, me semble-t-il, est celui de dire qu'il n'y a pas d'anthropologie sans le souci, il n'y a pas d'anthropologie chrétienne sans le souci de l'autre. Et le souci de l'autre parce que l'homme est incapable de se réaliser en solitaire, parce qu'il y a un bien qui est intrinsèque à la relation.
Encore une fois, l'opposition entre relation et transaction me paraît tout à fait centrale. La transaction qui est au cœur de la finance, y compris la transaction sur le temps d'autrui, la dette, et la relation qui est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond, beaucoup plus durable et beaucoup plus difficile à enfermer dans une équation. L'autre n'est pas seulement instrument, comme dit Kant, parce qu'il ne s'agit qu'à utiliser le terme de employé. Employé signifie bien instrumentalisation. Mais il n'y a pas que instrumentalisation. L'autre n'est pas que instrument. Il a sa dignité propre. Et il y a aussi cette dimension de solidarité qui est fondamentale dans le bien commun, c'est-à-dire le regard à l'autre, non pas un regard à l'État qui va s'occuper de l'autre, mais le regard sur l'autre. Et c'est pour ça que l'enseignement social chrétien, tel qu'il se présente aujourd'hui, me semble être une plateforme de rencontre, et nous le pratiquons dans cette petite association, une plateforme de rencontre extrêmement forte entre, en tout cas, les chrétiens, que ce soit des catholiques, que ce soit des protestants, que ce soit des anglicans. Le dernier colloque que nous avions il y a quelques semaines, c'était à Canterbury, sur l'invitation du nouvel archevêque de Canterbury. Donc, au cœur du bien commun, il y a une dimension anthropologique. Quels sont les autres piliers de l'enseignement social? Et vous allez voir que dans cette salle de machines, ça chauffe, parce qu'il y a de la tension. Alors, il n'y a pas de hiérarchie, on pourrait en ajouter d'autres, la liste n'est pas exhaustive. Destination universelle des biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous met en tension avec quelque chose qui est au cœur de nos économies, à savoir la propriété. Si je tiens quelque chose dans ma main, dans ma poche, dans mon jardin ou dans ma voiture, c'est à moi. Eh bien non. Ça t'est confié, mais la destination, elle est universelle. Tu es le gardien, tu es le gestionnaire, pas le gestionnaire financier qui additionne des pourcents et qui soustrait ses commissions, mais bien le gestionnaire des biens pour autrui. C'est clair que j'existe aussi, hein, aimer l'autre comme soi-même, mais l'autre est là. Donc, il y a une tension, une sacrée tension, on peut dire, au tous les sens du terme sacré. Deuxième point, option préférentielle pour les pauvres. Option préférentielle pour des pauvres, ça veut dire une préférence, ça veut dire une injustice. La justice qui se voile la face, qui ne regarde pas ce qu'elle fait, parce qu'elle fonctionne sur une vision, on pourrait dire, juridique et théorique. Là, tu es pauvre, donc tu as droit, ou tu devrais avoir droit à plus. Une tension, encore une fois, une tension entre ce que nous aimerions faire, la justice, ça va, option préférentielle, ça m'engage moi parce que c'est à moi de regarder l'autre, de le regarder en face, de le regarder en tant que pauvre, riche, en tant que celui qui a besoin de plus que peut-être celui qui est juste à côté. Troisième principe, très très difficile à mettre en œuvre, surtout dans cet univers archi-financiarisé, on ne parle que de rendement de capital et de rendement boursier, primauté du travail sur le capital, primauté de l'homme sur la chose. Et c'est tellement facile de faire l'inverse. C'est tellement facile de faire l'inverse dans les micro-entreprises, dans les entreprises moyennes, dans les grandes entreprises qui disent « je n'y peux rien, c'est la bourse qui me contraint à livrer du 15, du 20, du 18% sur les fonds propres parce que les actionnaires autrement vont me quitter. Et alors? Ça ne vous empêchera pas de faire des yogourts, des clous ou des tracteurs. » Donc la primauté du travail sur le capital, c'est une tension énorme. Et elle parcourt le cœur de notre économie. Et encore une fois, elle n'est pas facile à mettre en œuvre. C'est pour ça que nous sommes en permanence dans cette salle de machines. Subsidiarité, on en a parlé. L'archiduc en a parlé dans la dimension politique. On l'aborde beaucoup moins dans la dimension économique. Et regardez notre monde de l'économie qui est peuplé de monstres en termes de taille d'entreprise. Des dizaines ou des centaines de personnes employées à travers le monde. Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec des entités plus petites? Est-ce que l'homme se retrouve au cœur de ces entreprises gigantesques? Bien sûr, il n'y a pas de one size fits all. Il n'y a pas de réponse unique à ça. Mais il y a des souffrances au sein des entreprises, notamment très grandes entreprises,
où l'homme oublie le sens, ou peut oublier le sens, de son activité. La subsidiarité devrait se décliner aussi au niveau de l'organisation économique, notamment l'organisation des entreprises et la taille des entreprises. Et je n'aborde pas la question qui découle de celle-ci, le bon fonctionnement du marché. Le marché, théoriquement, fonctionne quand il y a beaucoup d'acteurs et non pas quand il y en a deux, comme dans la production aéronautique, ou 3 ou 4, quand il s'agit des entreprises de recherche sur Internet. Le 5e principe que je mentionne, c'est celui de la solidarité. Je l'ai mentionné déjà tout à l'heure. La solidarité, ce n'est pas seulement une question de dire à l'État qu'il doit s'occuper de mon voisin. La solidarité, la première solidarité, c'est celle qui est prise en charge par la relation. La relation familiale, la relation de voisinage, la relation d'amitié, la relation de collaboration, de collégialité, etc., etc. Elle est très difficile parce que, encore une fois, elle me pousse moi en première ligne. Ce n'est pas mettre en place un instrument qui ou mettre en place une procédure qui, ça peut, mais avant, c'est moi, il faut que je me mette en route. Donc vous voyez, ces piliers, ce référentiel, il est très joli quand on le considère dans une classe de théologie, quand on le considère dans une entreprise ou dans le cœur d'une activité économique, il y a des tensions partout, il y a des points d'interrogation partout, et il y a ces critères d'action, ces critères de jugement et de discernement qui sont imposés. Mais qu'est-ce que je fais? Alors je termine avec cette petite grille que nous avons développée au cours des années, qui peut se lire de différentes manières. Mais en gros, peut-être je reviens d'abord sur le terme de angélisme ou barbarie. Le premier président de l'Observatoire de la finance était Jean Louders, que certains peut-être connaissent. Et il avait écrit un livre qui s'appelait L'éthique ou le chaos en 2004 ou 2005. Et il disait l'éthique, qu'est-ce que c'est l'éthique? Qu'est-ce que c'est la décision éthique au cœur de l'entreprise, dans la salle des machines? C'est la prise en compte de celui qui ne peut pas te rémunérer et ne peut pas te punir. Donc l'autre qui n'est pas dans la salle, qui va en quelque sorte consommer les décisions que tu vas prendre, qui va les subir, mais qui n'est pas en mesure de les influencer. Et il disait, ceux qui pensent qu'on peut seulement penser à ceux qui sont en dehors, c'est de l'angélisme. Et ceux qui pensent qu'on peut seulement se concentrer autour de ceux qui sont dans la pièce et qui sont des parties prenantes à la décision, c'est de la barbarie. Donc angélisme ou barbarie, c'est ni l'un ni l'autre. Il faut, dans la salle des machines, qui est en tension permanente, traversée de dilemmes, de cas de conscience, de décisions, il faut faire la part des choses au jour le jour. Et ça recoupe un peu la tension que j'ai mentionnée tout à l'heure entre transactions et relations. Et si vous regardez ce petit graphe, vous avez 4 axes. 4 axes qui sont les 4 soucis qui, d'une manière ou d'une autre, ou préoccupations, qui, d'une manière ou d'une autre, sont présentes dans chaque décision à dimension économique. Vous avez au nord le souci de la performance. Alors que ça soit le budget, que ça soit le rendement de l'action, que ça soit le taux de profit, peu importe, il y a toujours, même dans les hôpitaux aujourd'hui, il y a des soucis, il y a des indicateurs de performance économique. Donc tout le monde y passe, même les institutions publiques. À l'ouest, vous avez la règle, le souci de la règle, de me conformer à ce qui est écrit ou la manière dont ça se fait. La règle, elle peut être publique, c'est la loi, mais il peut y avoir aussi la procédure, la manière dont ça fonctionne à l'intérieur. Vous avez encore 2 autres. Ceux-là, ce sont ceux que l'on enseigne dans les écoles de business, chez les juristes et en général dans l'université, dans les sciences, en tout cas dans les facultés de sciences économiques et juridiques, on se confine à ces 2 dimensions. Mais il y a encore 2 autres dimensions, et c'est là où on sort du champ purement économique, et c'est là où l'homme, en quelque sorte, frappe à la porte de la personne morale, et se rappelle à la personne morale. Il y a le souci de la qualité de l'acte. Un avocat sait ce que ça veut dire qu'un plaidoyer bien préparé. Un professeur sait ce que c'est un bon cours. Un cuisinier sait ce que c'est qu'une pizza bien faite. La qualité de l'acte fait partie intégrante, et le respect pour la qualité de l'acte fait partie intégrante de
du fait de mettre l'homme au milieu de l'économie. Une chose, c'est la qualité de l'acte, une autre chose, c'est la qualité de la performance. Performance mesurée par des indicateurs. Ils peuvent converger, mais très souvent, ils ne convergent pas. Et puis finalement, au sud, vous avez l'impact sur les tiers. C'est ceux qui, justement, ne font pas partie de la décision. Et alors, si on regarde ces différentes zones, vous voyez en jaune, vous avez le business as usual, l'égoïsme légal. L'égoïsme légal, je fais ce qu'on me... J'obéis exactement à la logique de la personne morale et je me conforme à la loi, avec le petit ou le grand L, loi interne ou loi externe. Mais j'oublie, dans le vert, si on n'est que dans le vert, vous avez la dimension déontologique, vous avez le souci de la profession, vous avez la qualité de l'acte, mais on risque d'être un peu détaché des réalités. Vous avez en bleu la sphère de la gratuité, la sphère de la relation par définition, de cette sphère dont j'ai parlé dans la relation en majuscule, pas de la relation économique, de la relation affective, de la relation de voisinage, de familial, etc. Le souci du bien commun, tout seul. Et puis, vous avez en orange ce vers quoi certaines entreprises, des fois en traînant des pieds, des fois en courant, semblent aller, la responsabilité sociale, voire la nouvelle philanthropie, où l'effet est quand même important. On a l'impression d'avoir un impact. On veut qu'il y ait tant et tant. Je veux bien donner 5 milliards de dollars, mais il faut qu'il y ait 50 vaccins par jour ou par seconde. Donc il y a des indicateurs d'impact qui sont là. Ce n'est pas des indicateurs de performance économique, c'est des indicateurs d'impact parce qu'on veut faire levier. Alors nous sommes, dans chaque entreprise, dans chaque activité professionnelle, il y a l'homme que nous sommes et il y a en tout cas ces 4 dimensions, peut-être il y en a plus. C'est à nous, à la lumière des principes que j'ai très rapidement mentionnés, je crois d'essayer de composer l'intensité, de composer nos décisions de manière à prendre en compte d'abord les 4 dimensions et puis dans la mesure du possible d'aller à la fois vers l'Est et vers le Sud parce que logiquement on est coincé entre le Nord et l'Ouest. Je vous remercie.